Mesdames, Messieurs, bienvenue. En ce début d'année, je vous propose une émission spéciale où il sera question de politique. Une rencontre avec nos élus, tant au fédéral, au provincial qu'au municipal, pour faire le point sur leur réalisation de 2014 et aussi parler des dossiers à venir pour 2015. On débute avec la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, Mme Carole Poirier. Engagée depuis 1985 dans différents organismes de son quartier, elle a occupé le poste de directrice de cabinet de Louise Arel. Dans ces différents postes, c'était de 1997 à 2006. Elle est députée péquiste dans Hochelaga-Maisonneuve depuis 2008. Il s'agit de Carole Poirier. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour. Madame Poirier, quel bilan tracez-vous de l'année 2014? Bien, écoutez, dans un premier temps, il faut parler de l'élection du 7 avril, que malheureusement, le Parti québécois a perdu le pouvoir. Et l'arrivée du gouvernement Couillard qui a des impacts importants dans nos vies de tous les jours. Je vois les changements dans les tarifs en garderie. Je vois tout ce qui est les changements au niveau, je regardais juste nos assurances auto. On vient d'avoir nos avis, là, en date du 1er janvier, on a une augmentation de nos assurances auto. Alors, au nom de l'austérité, on est en train à mon avis, de changer le modèle québécois de nos services qu'on s'était donnés de façon commune. Et ça, c'est une grande inquiétude que j'ai. Et je vous dirais que comme bilan, si je vais vers la fin de l'année, je regarde tout ce qui se passe au niveau des organismes communautaires, la fragilité de nos organismes, la fragilité que l'on voit aussi avec la réorganisation en santé. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il abolissait les agences. Et à Montréal, il nous crée 5 agences. Au lieu d'en avoir une, on va en avoir 5. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans un brassage de structures. Ça ne me confirme pas plus de services aux citoyens. Et moi, c'est ce qui me préoccupe. C'est le service aux citoyens. Madame Poirier, des dossiers importants, d'abord pour Sainte-Marie. Oui. Depuis au moins 2 ans, vous travaillez en collaboration avec le C3S Jeanne-Mance. C'est pour l'ouverture d'une maison de naissance. On en entend parler depuis plusieurs mois de ça. Ah, oui. Et les femmes du quartier pourront-elles bientôt avoir plus facilement accès aux services de sage-femme? Écoutez, c'est un dossier qui me passionne parce que l'accès à des services lorsqu'on est enceinte et après sont tellement importants. Et on a un groupe de sages-femmes très dynamique dans Sainte-Marie. Et ce groupe de sages-femmes s'est mobilisé depuis des années pour avoir une maison de naissance dans Sainte-Marie. Le C3S a monté un projet qui répond aux besoins de la population et qui va desservir Sainte-Marie et Hochelaga. Alors, c'est pour desservir un territoire de 400 naissances par année. C'est quand même pas rien. Et là, on est à la 2e appel d'offres. Alors, on a les crédits, là. Le problème n'est pas une question de crédit, tout ça. On est en 2e appel d'offres parce que la première appel d'offres, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Et là, on a les résultats. Il y a un lieu d'identifier. Et quand j'ai discuté avec la directrice du C3S dans les dernières semaines, je pense qu'on est en bonne voie et que, moi, je dirais que d'ici 1 an, on va avoir des services de sage-femme dans une maison de naissance dans Sainte-Marie. J'ai vu un sourire convaincant, là, Madame Poirier. Vous me semblez en tout cas très optimiste. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas un projet qui va être qui peut être annulé au moment où on est là, à l'occasion de coupures budgétaires ou quoi que ce soit. Le processus est engagé. On va avoir notre maison de naissance. Ça, on n'a pas à s'inquiéter. Si on parlait un peu de développement du logement social, il y a le projet de logement coopératif, plus précisément la coop du Havre-Frontenac, ça avance. Et le dossier sera présenté au conseil de la STM prochainement. Expliquez-nous ce projet et pourquoi la STM? Bien, écoutez, le projet il se situe juste ici, à côté, sur la rue Frontenac. Donc, sur les terrains qui appartiennent. Exactement, le terrain de stationnement des garages de la STM. Et c'est un très, très grand terrain qui est utilisé pour du stationnement présentement. La STM accepte actuellement de discuter pour céder, vendre. Et là, on est dans les discussions. Et le but, c'est de 60 logements dans une coop d'habitation, logements familiaux pour les familles du quartier. Alors, c'est une bonne nouvelle.
On n'est pas encore à l'étape où les travaux vont commencer, mais la STM accepte d'en discuter à son conseil d'administration, ce qui est une excellente nouvelle. Et suite à ces discussions, bien là, on va pouvoir commencer à travailler sur l'élaboration des plans, sur l'élaboration du financement, etc. Mais c'est un projet emballant pour la communauté. Ça sent bon. Ça sent bon. Je veux aussi aborder la problématique de copropriété indivise. Il y a des conventions qui sont échues ou en voie de le devenir, et ça fait en sorte ça fait perdre en fait des subventions de logement à plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens, eux ou elles, d'absorber les hausses mensuelles qui en découlent de tout ça. En quelques secondes, expliquez-nous de quoi il en retourne. Alors, je vais vous diviser ça en deux segments. Le premier dossier, ce sont les copropriétés indivises. Alors, c'est un phénomène d'achat. Alors, c'est comme qu'on achète un condo, finalement. Alors, par exemple, tous les deux, on s'achète un duplex. Vous allez occuper le haut, moi, je vais occuper le bas. Mais il y a déjà des gens qui habitent là. Alors, vous allez chasser les gens en leur donnant les avis selon les règles, etc. Vous allez les chasser, on va rénover nos 2 logements. Vous n'habiterez jamais là, finalement. Et vous allez revendre votre partie, je vais revendre ma partie. Et à ce moment-là, on vient de faire perdre 2 logements locatifs dans le quartier. C'est ce qui s'appelle la transformation de copropriété indivise pour le marché, ce qui fait que ça nous enlève des logements. Alors ça, c'est un premier problème. Et ça, j'ai déposé un projet, j'ai déposé des demandes auprès du ministre des Affaires municipales, de la ministre de la Justice, parce que c'est la copropriété indivise, c'est le Code civil. Les règles de la régie du logement, c'est le ministre des Affaires municipales. Alors moi, je suis en discussion avec ces deux-là. Et actuellement, on va réviser la loi de la copropriété au Québec pour l'ensemble de la copropriété. Et je veux qu'à l'intérieur de cette révision-là, on puisse changer les règles pour empêcher cette copropriété-là indivise d'être faite à l'insu des locataires. Parce que vous comprenez que lorsque vous payez très peu de loyer et qu'on vous chasse de votre loyer pour en faire un condo qu'on va vendre, eh bien, vous allez vous ramasser sur le marché locatif à du double de votre loyer. Le dossier qui est sur la table pour 2015? Le dossier qui est sur la table pour 2015. L'autre dossier, ce sont les coops d'habitation qui sont menacés actuellement par le fédéral parce qu'on se rappellera que les coops d'habitation qui sont là depuis 25-30 ans ont été financés par le gouvernement fédéral, par la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et ce financement-là, quand il vient à échéance, bien, vient remettre en question l'ensemble des bénéfices qui étaient donnés avec, entre autres, l'aide à la personne. Alors, il y a des coops qui bénéficient de logements subventionnés, ce qui veut dire que le fédéral donnait à la copropriété, à la coop d'habitation, un montant qui était distribué aux locataires de la coop et qui faisait en sorte d'abaisser les montants de logement pour les rendre plus accessibles à ceux qui gagnent moins. À partir du moment où l'hypothèque se termine, cette aide à la personne-là va disparaître, ce qui veut dire que des milliers, et on parle au Québec de 18 000 personnes qui vont perdre l'aide à la personne. C'est des millions de dollars, c'est 20 millions par année qui est donné par le fédéral que l'on va perdre et qui va se retrouver sur la table du Québec à être payé. Alors, c'est un gros dossier, c'est menaçant et ça vient aussi menacer les gens en HLM qui eux aussi bénéficient de cette aide à la personne. Alors, c'est un dossier problématique. Il y a un combat à faire avec le fédéral. Malheureusement, je ne vois pas le gouvernement du Québec présentement agir beaucoup là-dedans. Je vais vous donner quelques lettres, mais explicatives, mesdames, messieurs, c'est que je veux en venir à l'avenir des corporations de développement local. Ce sont les CLD et des corporations de développement économique communautaire, les CDEC, les CEDEC, comme on les appelle, qui ont été abolies par le gouvernement libéral. En novembre, vous avez publié une lettre et vous dites, je vous cite, abolir la CEDEST, ça c'est la Corporation de développement de l'Est, c'est gaspiller 30 ans d'efforts dans Hochelaga-Maisonneuve. Rappelez-nous le rôle précis de cette corporation et où en est ce dossier. Ouais. Écoutez, les CEDEC à Montréal, ce sont des organismes de concertation de milieu. Alors, on a, à l'époque, quand on a créé ces entités-là, on a réussi à réunir autour de la table syndicats, employeurs,
les gens du communautaire, les gens il y avait des gens de tous les milieux. Les élus sont aussi présents à leur CEDEC propre. Moi, je fais partie de la CEDEST, qui est la celle de l'Est de Montréal, et la CEDEC Plateau-Montréal Centre-Sud, les deux, pour les deux territoires. Et ces organismes-là travaillent au niveau des entreprises pour les aider dans la formation de leur personnel. Ils travaillent avec les entreprises pour leur trouver du personnel. Ils travaillent aussi auprès des personnes qui veulent se partir une petite entreprise. Ils ont des fonds. Ils peuvent octroyer des subventions, des prêts. Presque un incubateur. C'est un incubateur d'entreprises, de petites entreprises, des PPE, mais c'est extraordinaire. Mais ça a aussi agi au niveau de l'économie sociale. Et ça a été une grande, grande force, particulièrement à Montréal. Il a fait naître plein de petites entreprises d'économie sociale par des coops de solidarité, par toutes sortes de petits projets, mais qui sont maintenant des fleurons économiques dans nos quartiers. Et là, on vient menacer on vient éteindre l'espoir que ces gens-là faisaient naître dans les milieux parce que le dernier accord entre le gouvernement et les municipalités par un pacte social est arrivé comme ça sur la table. Personne ne s'y attendait. Moyen de faire marche Ils ont arrière, fait un X là-dessus. Bon, le maire de Montréal a pris un engagement en disant, bien écoutez, j'y crois à la concertation, on va se parler, on va discuter ensemble, mais sauf que le budget a été coupé de 50 % là. Alors, on ne pourra pas avoir le même nombre de CEDEC, on ne pourra pas avoir la même force sur le terrain. Les fonds sont peu menacés, mais ceux qui gèrent les fonds n'auront plus d'emploi. Alors, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Territorialement, comment on va réorganiser, parce qu'il faut qu'il en reste entre 6 et 7 sur le territoire de Montréal, et actuellement, ils sont 18. Alors, vous voyez la problématique importante, mais c'est surtout la perte de services au niveau de l'économie sociale, la perte de services au niveau de la petite. Vous avez une bonne idée d'entreprise. On créait des cercles d'emprunt. On réunissait 5, 6, 7 personnes. On faisait partager, on apprenait à ces gens-là à faire un plan d'affaires. On leur octroyait un petit financement de base, partir leur entreprise. Moi, je regarde, j'ai une petite entreprise là, qui fait des vêtements pour enfants dans le quartier et qui est une petite entreprise, mais qui est partie avec 2 000 $. Aujourd'hui, ils sont sur le marché et ils fournissent les magasins Clément. On doit avancer un peu, mais pour conclure ce segment, est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il y aura moyen de ramener les choses? On ne ramènera pas les choses à ce qu'ils étaient. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de sauver le maximum avec un 7 millions au lieu d'un 15. D'accord. On va aller faire un petit tour à l'Assemblée nationale, Madame Poirier. Vous êtes à l'origine de la mobilisation des élus de l'Assemblée nationale pour lutter contre la violence faite aux femmes. Une commission parlementaire qui va se pencher sur la question, je pense, cet hiver. Dites-nous-en un petit peu plus. Bien, écoutez, on a vu cet automne toute la montée de l'intérêt des gens suite à la campagne Agression non dénoncée, l'affaire Ghomeshi. Oui. Il y avait les 25 ans de la Polytechnique aussi qui étaient sur le plancher. Et moi, j'ai senti qu'il y avait un besoin d'une discussion sur la violence faite aux femmes. Et j'ai proposé une commission parlementaire très, très large. Finalement, on en est venu une entente avec le gouvernement et les autres partis politiques. On a fait ça de façon non partisane. Moi, j'essaie de travailler de plus en plus pour qu'on puisse avancer. Arrêtons les blocages partisans, idéologiques, avançons. Et finalement, on s'est entendu pour une commission parlementaire sur le rapport de la ministre qu'elle a déposé en décembre sur les agressions sexuelles. Dans un deuxième temps, un forum dans 3 villes, dont Montréal, où les femmes vont être appelées à venir s'exprimer sur qu'est-ce qu'elles considèrent comme une violence. Parce qu'il y a violence sexuelle, mais il y a violence conjugale, mais il y a des violences encore pires. La traite des femmes, c'est un sujet dont on ne parle pas, mais qui est très présent. Ce sera un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Important. On va accélérer un petit peu, Madame Poirier. J'en ai trop à vous dire. J'ai beaucoup de questions à vous poser aussi. On parle de la mobilisation dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a 264 places en CPE qui ont été perdues dans Hochelaga-Maisonneuve et en parallèle, 70 emplois perdus.
Comment vous réagissez? Écoutez, Hochelaga Maisonneuve s'était mobilisé pour avoir des places en garderie, de nouveaux CPE. Le gouvernement libéral et le gouvernement du Parti québécois avaient octroyé ces 264 places-là. La nouvelle ministre a suspendu tous les projets, a reporté ça en 2020, ce qui veut dire que tous les enfants qui auraient pu avoir une place en garderie là, finalement, vont être rendus à l'école primaire quand ça va être le temps. Alors, c'est des emplois, là. Les places en garderie, c'est des femmes particulièrement qui obtiennent des emplois qui sont très rémunérateurs et qui, finalement, reconnaissent un rôle important d'éducatrice en milieu de garde. Alors, c'est important et on a mobilisé tous les CPE du quartier à une manifestation en décembre dernier. Parlons un peu de culture aussi. On est presque au 375e anniversaire de Montréal et vous dites que l'héritage historique et patrimonial d'Hochelaga Maisonneuve mérite d'être mis en valeur et mieux connu des citoyens. Ça, c'est un dossier qui vous tient vraiment à cœur. Tout à fait. Écoutez, j'étais très heureuse le 24 décembre dernier d'assister à la messe de minuit à l'église Saint-Nom-de-Jésus. Vous savez que l'église est fermée depuis 2009. Je travaille depuis 2009 à conserver ce patrimoine, à conserver l'orgue Casavant, qui est un des plus beaux orgues que l'on a en Amérique. Et finalement, l'archevêché qui voulait même vendre l'orgue, il avait fermé l'église, vendre l'orgue, eh bien, ils ont décidé de réinvestir. Actuellement, c'est près de 2 millions qui ont investi en rénovation. Et le 24 décembre, c'est l'archevêque de Montréal qui est venu présider la messe. Moi, c'est pas que j'ai une tendance à la croyance, je vous dirais, mais mon patrimoine, j'y tiens. Vous savez, au Québec, on n'a pas de château, mais on a de super belles églises et il faut les mettre en valeur. Montréal en particulier. Et l'atelier d'histoire de Hochelaga Maisonneuve travaille très, très fort pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Et ils organisent de plus en plus, j'invite les gens à aller voir sur le site de l'atelier d'histoire, des visites guidées du patrimoine de la ville de Maisonneuve. Et c'est particulièrement intéressant. On parlait d'éducation maintenant. Vous avez souhaité renforcer l'enseignement de notre histoire nationale du primaire jusqu'à l'université et adopter une politique nationale d'éducation aux adultes de formation continue. C'est un autre dossier qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant là-dedans? Bien, écoutez, le Parti québécois, durant les 18 mois qu'il a été au pouvoir, avait enclenché le processus pour que, justement, tous les jeunes et les adultes aussi qui sont rendus à l'université, qu'on continue à apprendre qu'est-ce que c'est notre histoire. Parce que quand on sait ce qui s'est passé avant, on est capable de régler ce qui s'en vient dans l'avenir. Et malheureusement, le gouvernement libéral a abandonné ce projet de culture importante pour notre société. Et moi, je le dis, les Québécois sont malheureusement pas assez connaissants de leur propre histoire. Et si on connaîtrait mieux notre histoire, je suis persuadée qu'on serait plus souverain. Vous avez entamé un travail avec le collectif de la table des écoliers. Ça, c'est pour étendre dans Hochelaga Maisonneuve, Montréal et également au Québec, là, un système de services alimentaires de qualité et d'éducation, d'éduquer les gens à une saine habitude de vie aussi. Qu'en est-il ressorti? Écoutez, on a travaillé très, très fort avec les organismes, tant La Relance dans Sainte-Marie que le Chic Restopop et d'autres organismes, à mettre sur pied ce collectif. On a documenté, on a fait des études d'impact, un modèle d'affaires. Ça a été présenté au gouvernement pour que, justement, les enfants puissent recevoir sur l'heure du midi un bon repas, un repas équilibré, un repas sain. Apprendre aussi de nouvelles habitudes alimentaires et dans un cadre éducatif en tant que tel, mais aussi on peut manger en s'amusant. Et malheureusement, ça fait partie là, de ce que l'on voit actuellement, là. Alors, c'est mis sur la tablette de l'austérité parce que bien faire manger nos enfants n'est pas une priorité présentement. En environnement, il y a le verdissement qui vous tient à cœur. Hein? Je pense que ça a bougé au cours des derniers mois, notamment dans le quartier Sainte-Marie. Qu'est-ce qui a été fait? Écoutez, moi, j'ai beaucoup soutenu l'écoquartier dans des projets de ruelles vertes. Moi, je crois ça. À partir du moment où la ruelle où on habite devient un lieu agréable, on l'habite, on la fréquente. Elle devient aussi lieu où, à partir du moment où on est présent, elle est
tout ce qui peut être... Le rythme de la vie est dans la ruelle. Tout à fait, exactement. Vous vous promenez, vous entendez les odeurs, les bruits, les petites chicanes. Quand les oiseaux reviennent dans votre ruelle, tout à fait. C'est magnifique. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'écoquartier. On a fait 3 projets de ruelles vertes dans la dernière année et demie pour donner de la qualité de vie aux citoyens. Puis on a aussi fait une opération au Parc Médéric-Martin de distribution d'arbres. Alors, on a distribué près de 1000 arbres, qui est un programme avec le ministère de la Forêt. Alors, on a la possibilité d'obtenir des arbres. On les distribue gratuitement aux citoyens. C'est des petites pousses d'arbres comme ça que le citoyen peut mettre chez lui. Il faut faire juste attention quel type d'arbre, mais ça vaut la peine. C'est important, là. Ça, c'est notre oxygène là, qui est là. Madame Poirier, il y a aussi un enjeu important dans Hochelaga-Maisonneuve, comme d'ailleurs dans tout l'est de l'île de Montréal, c'est la fameuse décontamination des sols. Il me semble qu'on ne s'en sort pas. Il y en a. Êtes-vous toujours aussi active dans ce dossier? Oui, tout à fait. Écoutez, ça, c'est une problématique importante. Vous savez que dans l'Est de Montréal, nous avons un comité qui s'appelle le Comité de développement de l'Est de Montréal, le CEDEM. Et ça réunit les élus, les acteurs. C'est une table d'environ 80 personnes. Et le dossier de la décontamination est un axe important. Et il faut renouveler le programme. On attend des nouvelles du gouvernement. Il faut renouveler le programme de décontamination pour avoir les moyens, parce qu'un terrain contaminé, on ne peut pas construire dessus, donc ça devient très rare friche. Il nous reste encore 3 minutes. Mais j'aimerais quand même, il arrive de très bonnes nouvelles. On parle de perte d'emploi. Il y en a une, elle n'est peut-être pas immense, mais on parle quand même de 50 nouveaux emplois sur la rue Notre-Dame. Et c'est avec fierté, d'ailleurs, que vous amenez cette information. Tout à fait. Écoutez, la compagnie Can-Est Transit, excusez-moi, Can-Est Transit, c'est établi. C'est une nouvelle entreprise, là. C'est tout nouveau. C'est pour faire du transportement de grains. Ils se sont installés à côté du port. C'est des installations qui sont intéressantes. 50 emplois, des investissements de 20 millions. C'est quand même pas rien. Et ça vient dynamiser ce coin-là qui était actuellement abandonné parce que la compagnie précédente avait quitté. Alors, c'est un beau une dynamique économique importante. Et ces 50 emplois qui ont été offerts à des gens du quartier dans un premier temps. Tout simplement le souligner parce que les bonnes nouvelles, on en veut. C'est ça, exactement. Sur une note un peu plus personnelle maintenant, ça fait près de 20 ans que vous souriez, que vous êtes active en politique, dans un premier temps comme chef de cabinet, puis comme député. Quelle évolution avez-vous constatée dans le travail politique durant ces 2 décennies? Est-ce que ça a beaucoup changé? Ça a énormément changé. Moi, j'ai commencé en politique en 91 exactement, comme attachée politique au bureau de comté. Et à l'époque, vous voyez, je travaillais sur une dactylo électrique. Et là, nos moyens de communication font en sorte qu'on travaille en temps réel maintenant. Alors, avant, on envoyait une lettre par la poste, puis on attendait la réponse. Là, j'envoie un courriel, puis je suis devant mon portable, puis j'attends la réponse. Alors, les médias sociaux, les moyens électroniques de communication... En fait, ça a été pour vous le changement majeur? C'est le changement majeur. Ça change aussi notre rapport à l'information. Finalement, Mme Poirier, que souhaitez-vous à nos téléspectateurs, aux Montréalais, également aux Québécois pour 2015? Écoutez, je ne peux pas passer sous silence les événements de Charlie Hebdo. J'étais hier, d'ailleurs, de celles qui ont appuyé le mouvement pour Raif Badawi. Oui. Moi, je pense que notre liberté d'expression doit être préservée à tout prix. Le crayon n'est pas une arme. C'est pas une arme. On ne peut pas considérer ça comme une arme. Et on se doit de préserver cette liberté d'expression que nous avons si chère ici. Et j'espère pour 2015 que les citoyens vont prendre justement la plume, vont prendre le crayon pour dessiner, pour s'exprimer, mais de façon libre et en sachant qu'il ne devrait pas jamais y avoir de menaces sur ce qu'on dit, sur ce qu'on écrit ou sur ce qu'on dessine. Carole Poirier, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Elle est entrée au ministère des Affaires étrangères du Canada en 1992 comme agente de service extérieur. Elle a été notamment en poste à Washington, Dakar et San Diego, au Chili. En mai 2011, elle est élue députée fédérale pour le NPD dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Nous accueillons Hélène Laverdière. Bonjour, Madame Laverdière. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. On va tenter de maximiser chaque seconde qu'on a ensemble. Et comme première question, j'ai envie de vous demander, quel est votre bilan de 2014? Écoutez, je dirais il y a deux bilans. Il y a un bilan national, malheureusement une année où on a vu encore des coupures, un gouvernement qui a l'air de très peu se soucier des gens, de la population, qui se soucie beaucoup de son idéologie, mais pas beaucoup de la population. Dans Laurier-Sainte-Marie même, une année très active, des gens... Laurier-Sainte-Marie, c'est une circonscription extraordinaire. C'est vraiment particulier. Avec beaucoup de défis, on a des défis, mais il y a tellement de gens qui se retroussent les manches, qui sont actifs, qui font des choses, c'est magnifique. Écoutez, vous parlez de Laurier-Sainte-Marie. Oui. Plongeons tout de suite. Quels sont vos principaux dossiers, ceux que vous avez défendus en 2014? Là? OK. Il y en a beaucoup. Bon, il y a évidemment toujours le dossier de l'itinérance, qui est un dossier très important. Il y a le dossier du logement, qui est l'accès au logement, qui est un dossier éminemment important. Il y a des dossiers qui sont des dossiers nationaux, qui ne concernent pas rien que Laurier-Sainte-Marie, mais qui nous affectent directement. Je pense par exemple à Post Canada, les questions de sécurité ferroviaire. C'est très particulier dans Laurier-Sainte-Marie, les questions de sécurité ferroviaire. On est entouré pratiquement de... et Radio-Canada. Je me permets de vous interrompre, Mme Laverdière, parce que vous m'ouvrez toute grande la porte, parce que parmi les choses que vous venez de nous parler, je pense que pas mal de questions. On va approfondir un peu plus. D'accord. On débute, vous parliez de l'itinérance. Oui. Il y a l'ASPLI. L'ASPLI, mesdames, messieurs, c'est la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Et c'est un programme communautaire fédéral qui existe depuis 2007 et qui se fonde sur le principe de la priorité au logement. Après 8 ans, où en est ce programme? Écoutez, après 8 ans, en fait, traditionnellement, le programme ne donnait pas forcément la priorité au logement. Le programme donnait aussi la possibilité d'avoir, par exemple, des travailleurs de rue. D'investir dans du logement social, de donner de l'encadrement, parce que vous savez, des gens qui sont dans la rue, qui ont été dans la rue parfois pendant des années, quand ils réintègrent un appartement, c'est pas si simple que ça, là. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent réapprendre, et puis il faut les accompagner aussi. Il y a souvent des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, donc il faut un encadrement. Tout est interrelié, là. Tout est interrelié. Et le logement, c'est une partie importante, évidemment, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Un des premiers postes de dépenses, d'ailleurs. Voilà. Mais nous, notre préoccupation, c'est que le gouvernement fédéral, vraiment, maintenant, veut donner la priorité au logement et il ne laisse presque plus rien pour ces autres activités-là. Là. Mais on parle de logement social. Oui. Vous êtes au courant, très certainement, le FRAPRU, le Front d'Action populaire en réaménagement urbain, qui promet, on nous a dit ça la semaine passée, là, en conférence de presse, qui promet d'accroître la pression sur les gouvernements, et là je cite, afin de les obliger à sortir de leur indifférence et de leur insensibilité à l'égard des problèmes de logement et de pauvreté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, êtes-vous si indifférente que ça? Oh, pas nous. Certainement pas nous, mais je dois avouer que le gouvernement actuel, effectivement, est assez indifférent. Moi, quand je suis dans la Chambre des communes et que je parle de ce sujet-là, souvent, les députés conservateurs me disent « Ah, vous autres, le NPD, tout ce que vous voulez, c'est dépenser. Moi, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Okay. C'est d'investir dans les gens, c'est d'éviter qu'on en arrive à l'itinérance. Vous savez, dans Ville-Marie, j'ai vu des chiffres qui datent de l'année dernière, il y a 25% des ménages avec enfants qui vivent dans des studios ou dans une chambre à coucher. Est-ce que ça donne toutes les possibilités aux enfants, ne serait-ce, puis aux parents, évidemment, faire leurs devoirs et tout ça?
Investir dans le logement social, c'est d'abord se préoccuper des gens. Il y a tellement d'autres dépenses qu'on fait, puis qu'on pourrait plutôt faire de ce côté-là, aider le vrai monde. Et puis pas rien que, en tout cas, Mais c'est certaines que, grandes entreprises. je fais un petit aparté de ce que j'avais prévu, juste pour vous dire que c'est quand même un dossier lourd, étant donné que tous les paliers de gouvernement sont concernés. Ça demande une concertation, là. Ça demande une concertation. Et ça, Puis c'est l'obtenez-vous, absolument... cette concertation? Écoutez, moi, je vois, et je vais revenir à Laurier-Sainte-Marie Oui, très oui, spécifiquement. Moi, je vois au niveau municipal, provincial, fédéral, dans Laurier-Sainte-Marie, on travaille étroitement ensemble. On travaille constamment ensemble. Des fois, je vais échanger avec une conseillère municipale en disant « Ah, tel organisme a un problème. » et tout. C'est possible de travailler ensemble. Malheureusement, en ce moment, puis je ne veux pas faire de la politique avec un petit p, notre gouvernement, le gouvernement Harper, est un gouvernement qui ne veut parler à personne, essentiellement, qui a de la difficulté à rencontrer les premiers ministres, participe pas aux réunions des premiers ministres provinciaux. À la Chambre des communes, c'est un parti qui est complètement fermé aux suggestions de l'opposition et tout ça. Alors, c'est difficile de travailler dans ce contexte-là. Hélène Laverdière, vous êtes très certainement au courant du dossier des passages à niveau. Oui. Ça fait très grand bruit en 2014 dans l'île de Montréal. Oui. Des cyclistes qui y ont laissé leur vie. Le municipal, le provincial se penche sur cette problématique, et avec raison. Et c'est un dossier qui vous tient à cœur, ça aussi. Surtout qu'il y a pas mal de voies ferrées de passage à niveau dans votre circonscription. Oui, là. Oui, et vous savez, la politique actuelle du gouvernement fédéral est d'avoir moins de passages à niveau. Peut-être qu'à certains endroits, ils ont besoin de moins, mais je m'excuse, ici, on a besoin de plus. Effectivement, les cyclistes qui meurent dans les viaducs, là, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent traverser la voie ferrée, bien, c'est relié au fait qu'il y a pas assez de passages à niveau. Et on sait très bien, en plus, que souvent les gens passent à des endroits où ce n'est pas des passages à niveau. C'est dangereux. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un accident pour faire quelque chose? Moi, j'ai écrit à la ministre. Moi, Thomas Mulcair et mon collègue Alexandre Boulris, on est trois particulièrement concernés par ce problème-là. On a écrit à la ministre, mais et on continue. Mais on va pousser, on lâche pas. Sans faire l'avocat du diable, Mme Laverdière, ces voies ferrées appartiennent au privé. Oui, mais le gouvernement fédéral a quand même un pouvoir réglementaire sur le CP, Oui, mais sur on le a CN. l'impression que ces entreprises font la sourde oreille. Oui, mais écoutez... Que ça leur appartient, Oh non, mais c'est pas du tout comme ça. Le gouvernement fédéral a un pouvoir réglementaire. L'Office des transports du Canada a des politiques. Et en ce moment, les politiques ne sont absolument pas adéquates pour protéger la sécurité des gens. Le temps avance et j'ai encore quelques questions. Dans le dossier de l'arrêt de la livraison du courrier à domicile, votre position? Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Savez-vous que, encore au dernier trimestre, Post Canada a fait des profits? Alors, quand on nous raconte, là, c'est parce que Post Canada ne peut pas faire... Non. Post Canada, tel quel, dans les dernières années, a fait des profits toutes les années, sauf l'année où il y avait eu un lockout. Les Canadiens s'attendent à un service de courrier à domicile. On serait le seul pays de l'OCDE qui ne donnerait pas un service de courrier à domicile. Moi, je pense aux personnes âgées, aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. C'est compliqué pour eux. Puis en plus, où est-ce qu'on les mettrait, les boîtes en question? Il n'y a pas de place. Est-ce qu'il y aura, d'après vous, rapidement, un déblocage dans ce dossier? Ou si c'est fait? On est pris avec des boîtes postales? Non, c'est pas fait. Et je vous dirais que cette politique-là peut changer. Là, Mme Laverdière, je vous bouscule un petit peu. OK? Dans le dossier, maintenant, du transport actif, en fait, vous prônez le transport actif, vélo, entre guillemets, comme outil stratégique de développement économique local. Précisez-moi un petit peu votre pensée là-dessus. Écoutez, d'une part, pour ce qui est spécifiquement du vélo, il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand
il y a des facilités d'utilisation du vélo dans un coin que ça aide les commerçants, finalement. Parce que les gens tendent plus à s'arrêter ici ou là. Moi, ce que je préconise, et puis évidemment, là, il y a des responsabilités qui sont beaucoup plus au niveau municipal ou au niveau provincial. Ce que je préconise surtout, c'est un ensemble qui est d'offrir diverses possibilités. Moi, je suis surtout une piétonne. Je marche. Alors, je marche dans la circonscription. J'en profite pour dire aux gens, quand vous me voyez sur le trottoir, là, arrêtez-moi et parlez-moi, ça me fait plaisir. Mais en quelques petites secondes, est-ce qu'il y a un plan bien assis là-dessus? Écoutez, je pense que c'est plus au municipal de développer le plan là-dessus. OK. Il y a un rôle pour le fédéral Mais aussi. mais vous travaillez quand même en collaboration. En collaboration. Madame- Et il y a un rôle pour la protection des cyclistes et j'y travaille. Madame Laverdière, un dossier aussi pas mal important. La Société Radio-Canada qui a annoncé la fermeture de son fameux costumier, une extraordinaire caverne d'Ali Baba, là, où se trouve notre patrimoine, en fait, de la télé canadienne. Et cette annonce qui a fait vibrer beaucoup de cordes sensibles. Et où en est le dossier et quels sont les gestes concrets que vous comptez poser, surtout que la maison de Radio-Canada s'est située dans votre circonscription? Quelles sont vos actions là-dessus? Écoutez, d'abord, pour Radio-Canada dans son ensemble, évidemment, là, j'ai protesté, je continue de protester. J'ai fait des discours et tout ça pour essayer de défendre Radio-Canada. Sur le dossier spécifique du costumier, je ne veux pas dire de secret ici, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent à des options pour essayer de sauver le costumier. Pensez-vous que... Je travaille avec eux, j'ai bon espoir. Il faudrait le sauver, c'est ridicule. Parmi les dossiers qui vous tiennent à cœur dans Laurier-Sainte-Marie, il y a l'accès au fleuve aussi. Oui, vous y travaillez fort là-dessus. J'y travaille fort. Quelles sont vos actions concrètes? Et encore là, je dirais concertation avec d'abord les citoyens du secteur. Et parce que qui sont le plus près du secteur, qui sont les premiers concernés. On travaille, on a tenu une couple de réunions de travail, on a organisé des réunions de travail encore là aussi avec les trois paliers de gouvernement, plus les citoyens locaux. On est en train de développer nos stratégies d'intervention. Évidemment, du côté fédéral, il y a des gros enjeux aussi, mais il y a des enjeux provinciaux et municipaux. Vous êtes porte-parole en matière de développement international. Oui. Vous êtes porte-parole également adjointe en matière d'affaires étrangères. Oui. Comment jugez-vous la performance du gouvernement dans ce dossier? C'est terrible. C'est vraiment, là, je veux pas... d'abord, c'est une diplomatie cow-boy. Moi, j'ai été diplomate là, pendant 15 ans. Mais on a un ministre qui se promène à l'étranger en disant « Vous autres, vous êtes les bons, vous autres, vous êtes les méchants », comme si on était dans un western spaghetti. Encore là, beaucoup de difficultés à faire la vraie diplomatie, être capable de mettre des pressions. On a un dossier cette semaine qui est le dossier de Raif Badawi, là, à qui qu'on flagelle là, en Arabie Saoudite. Le gouvernement canadien ne fait rien là-dessus. Il y a certaines décisions, le temps ne permettra pas d'en parler beaucoup, mais il y a certaines décisions sur, par exemple, en Irak. Moi, je pense que l'approche que le Canada a prise, c'est pas la bonne. Je pourrais l'expliquer plus en détail. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps. On se réinvitera. Et il y a des dossiers comme l'Ebola où, bon, le Canada finalement a agi, mais il a fallu pousser fort. De façon plus terre à terre, plus ici, si vous voulez, vous sollicitez, vous êtes de celles des élus qui sollicitaient le dialogue avec vos électeurs dans votre circonscription. Notamment, vous faites des assemblées de cuisine et là, vous vous déplacez pour connaître leurs préoccupations. Comment le citoyen s'y prend pour avoir Mme Laverdière chez lui? C'est pas compliqué. Contacte mon bureau. Pas plus. C'est pas plus compliqué que ça. Parler à Ariane. Et moi, j'adore ça. On en avait une hier dans un petit café de l'avenue Mont-Royal. On a eu une bonne discussion, une couple d'heures. Ça vous tient un jour sur les dossiers? Ben, vraiment présente dans votre électorat. Vous. Et vous savez, mon travail, c'est de représenter les gens. Comment est-ce que je peux représenter les gens
Si je les écoute pas. Sur une note personnelle, plus personnelle, vous étiez aux premières loges, vous savez, lors de l'attaque qui a frappé le Parlement fédéral en octobre dernier. Oui. Et 3 mois plus tard, quel regard vous portez sur... Écoutez, c'est sûr que ça a été un choc, là. Nous, on était dans la salle, ça tirait à côté, et, puis on entendait les coups de feu, mais on ne savait pas de combien de personnes il s'agissait. Alors, je pense que ça a été, il y a eu une alarme, là, finalement, de dire il y a des petites choses qui peuvent être améliorées au Parlement pour assurer la sécurité un peu mieux. Mais il ne faut pas fermer le Parlement, là. Il ne faut pas mettre le Parlement... Le Parlement, c'est la maison des gens, c'est la maison des citoyens. Alors, il faut savoir garder un équilibre. C'est même pas un équilibre entre la sécurité et nos droits fondamentaux. C'est qu'on a une obligation de défendre. L'hymne du Canada dit défendre nos foyers et nos droits. Alors, c'est ça. Quand on veut défendre les Canadiens, il faut faire les deux en même temps. Finalement, Madame Laverdière, que souhaitez-vous à nos téléspectateurs et aux Montréalais aussi en général pour 2015? Ah, écoutez, je souhaite un hiver clément pour commencer. Je souhaite évidemment à tout le monde la santé, la prospérité. Je souhaite aussi qu'on garde nos belles attitudes solidaires, qu'on continue de se parler, de se voisiner, d'avoir ce sens-là de la collectivité, d'aider son voisin et la paix dans le monde. Madame Hélène Laverdière, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Après la pause, on s'entretient avec la conseillère municipale Valérie Plante. Depuis son élection, Valérie Plante occupe le rôle de leader adjoint de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Elle est mairesse suppléante dans l'arrondissement de Ville-Marie, vice-présidente de la commission de la présidence du conseil de ville, membre de la commission de l'inspecteur général et également porte-parole de Projet Montréal pour les dossiers du centre-ville et du tourisme. Madame Valérie Plante, bonjour. Bonjour. Quelle charge avez-vous? Beaucoup de travail. Quel bilan vous tracez de 2014? Une année haute en couleurs, définitivement. En fait, au point de vue, je suis allée à 3 niveaux. Tout d'abord, au niveau personnel, nouvellement élue avec Projet Montréal dans Sainte-Marie. Donc, une année d'apprentissage parce que c'est ma première fois en politique. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, une année d'apprentissage pour moi. Au niveau du parti de Projet Montréal, le parti avec lequel je suis, on a vu dans les derniers mois un changement de chaise. Donc, M. Bergeron qui s'est joint à l'exécutif de l'administration en place. Est-ce que ça change vos priorités? En fait, non, pas du tout, parce que, en fait, nous, les priorités sont décidées par la base. On est le seul parti à Montréal dont la plateforme électorale, nos idées, nos projets sont décidés par les membres de Projet Montréal. Donc, non, ça ne va pas changer parce que, et pour nous, ça demeure la priorité là, de toujours améliorer la qualité de vie des gens. Et pour nous, ça passe par de l'habitation, l'accès au logement. Nous, on veut garder les familles à Montréal, puis de créer des quartiers dynamiques, intéressants, où il fait bon vivre, il fait bon travailler. Donc, pour les priorités, ça ne change pas, mais évidemment, ça donne beaucoup d'énergie au parti. On en avait besoin. La réforme du financement des arrondissements qui a été proposée par l'administration Coderre s'applique depuis le 1er janvier. Y voyez-vous des inconvénients majeurs pour l'arrondissement Ville-Marie? En fait, ça va être, elle vient d'être mise en place. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Il va falloir être vigilant. Moi, c'est ce que j'ai dit en acceptant ce budget-là, cette réforme-là, en disant il va falloir être très vigilant dans Ville-Marie. On est le quartier des affaires, on est le centre touristique, on est des quartiers comme Sainte-Marie, Saint-Jacques avec plein de problématiques sociales. Donc, de couper dans le budget comme on s'apprête à le faire,
il va falloir être vigilant qu'il n'y ait pas que ça n'ait pas d'impact sur les services aux citoyens. Et récemment, on a eu un exemple quand même là, de ce à quoi ça pourrait ressembler au niveau de la collecte des déchets. On sait que la réforme des arrondissements, du budget d'arrondissement dans Ville-Marie, on coupe 9,5 cette année au niveau de la collecte des déchets. Et il y a eu quelques sorties dans les médias au niveau de la propreté de la rue Saint-Denis, de la rue Sainte-Catherine. Donc, on peut se demander si déjà c'était pas fabuleux, c'était pas parfait, en coupant davantage, qu'est-ce qui va arriver? Donc, pour l'instant, c'est en mode vigilance et en mode on observe la situation. Depuis le 1er janvier également, il y a 38 des rues locales transformées en artères dans la métropole. Qu'est-ce que ça va changer pour le citoyen? Expliquez-nous un peu. Oui. Les réseaux artériels, Oui. les réseaux... Local, En qu'est-ce gros, que ça oui, fait? oui. Rapidement, c'est que tout ce qui devient artériel, c'est maintenant la ville-centre qui va s'occuper de ces rues-là. Alors qu'avant, les rues locales dans Ville-Marie, c'était l'arrondissement de Ville-Marie qui s'en occupait. Ma plus grande préoccupation par rapport à ça, c'est que ça éloigne le citoyen des instances décisionnelles. Par exemple, si vous aviez un citoyen a un problème avec sa rue parce qu'elle est endommagée, le trottoir est brisé, bien avant, il me contactait moi ou le 311 et à partir de là, on commençait des démarches pour voir comment l'arrondissement, qui est près du citoyen, peut améliorer la situation. Maintenant, ce bout de rue-là qui deviendrait artériel, on devrait passer à la ville-centre. Donc, ça signifie probablement plus de délais, plus de temps et on tombe dans une très grosse machine. Alors, pour moi, c'est ce lien avec le citoyen en fonction des besoins qui me préoccupe énormément. Il y a aussi le prolongement de l'autoroute 19 qui va se faire entre Laval et Bonne-Filion, je pense. Là. Oui, tout à fait. Et ça va augmenter la circulation sur Papineau, qui est quand même une artère. Là, on parle véritablement d'artère centrale et qui est déjà lourdement congestionnée. Et vous dites que ce prolongement, c'est un gaspillage, et je vous cite, là, un gaspillage de fonds publics qui ne fera que détériorer notre qualité de vie. Expliquez-vous un peu. Bien, les faits, vous venez de les dire, en fait, c'est que bientôt, le gouvernement va investir 600 millions pour un tronçon de 8 km qui dessert à peu près 6 000 usagers par jour, des gens qui rentrent en ville avec leur voiture. Alors, en fait, c'est 6 000 usagers de plus qui vont être sur cette route-là, pardon. Donc, encore plus de voitures qui rentrent dans Montréal, alors que, de l'autre côté, l'administration en place et le gouvernement du Québec ne soutient absolument pas le développement d'infrastructures au niveau du transport en commun. On n'a pas eu de nouvelles stations de métro sur l'île. Laval est une chose, mais sur l'île depuis 20 ans. Et puis, cette autoroute-là qu'on s'apprête à faire, en rien ne va soutenir les gens qui viennent de la banlieue et même les Montréalais à utiliser les transports en commun. Donc, on a l'impression qu'on répète toujours la même histoire, où est-ce que Montréal est toujours, elle va toujours continuer d'être autant, sinon plus engorgée. Alors, puis il faut savoir, quand on rentre par Papineau, c'est des quartiers résidentiels, là. C'est des petites rues, c'est des écoles, c'est des milieux de vie. Puis là, qu'on va encore plus, il va y avoir encore plus d'embouteillages, puis encore plus de problèmes de sécurité. Et à ce niveau-là, il n'y a rien qui est pensé par rapport à la rentrée de la ville. On fait un tronçon d'autoroute. Il y a le comité Logement Ville-Marie qui organisait une mobilisation parce qu'on voulait bonifier l'accès au logement des familles du secteur Ville-Marie. Quelles sont vos actions, vous, là, dans ce dossier? Tout d'abord, le travail là, du comité Logement Ville-Marie est fabuleux. On a besoin d'organismes comme ça qui nous donnent les données terrain pour nous aider, nous, à l'arrondissement, à prendre les bonnes décisions. Ce qu'il faut, c'est protéger le parc locatif. Ça, c'est vraiment important parce qu'il existe plein de grands logements dans Sainte-Marie, mais s'ils se transforment en condos, on en perd et aussi deviennent moins abordables. Il faut aussi travailler, et c'est ce qu'on fait déjà, avec les promoteurs pour les encourager à créer des logements de plus grande taille. Parce que ce qu'on voit dans l'arrondissement présentement, c'est plein de condos, mais des petits condos, je dirais même des micro-condos dans certains cas, ce qui n'est absolument pas favorable aux familles. Donc, c'est assez complexe parce qu'il faut mettre différentes forces en présence, entre autres le comité logement, l'arrondissement de Ville-Marie, mais il faut aussi que l'administration en place ait la volonté ferme de soutenir les familles pour rester à Montréal. Parce qu'on le sait, c'est très dispendieux. Dans Ville-Marie, ça coûte très cher. Un autre dossier maintenant, celui du réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Vous dites que l'aménagement du quartier des spectacles doit être poursuivi à l'ouest pour éventuellement être poursuivi vers l'est. Et vous parlez d'un aménagement de type hybride.
Oui, l'aménagement de type hybride, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le quartier des spectacles. Alors, c'est vraiment un aménagement de rue qui permet d'être modifié selon les besoins. D'accord. Alors, oui, c'est une route pour d'accord. les voitures, mais il y a un festival, ça devient une place. On s'entend, c'est pas les trottoirs qui bougent, mais c'est vraiment un aménagement qui, à l'œil, à l'utilisation, fait qu'on peut vraiment en profiter au maximum. Ça peut même devenir une place publique. Donc, le meilleur exemple, c'est la place des spectacles, où est-ce qu'il y a les grandes fontaines. Hein, on s'en sert pour le festival de jazz. On peut ici circuler. Oui, mais là, on parle du prolongement, Oui, disons, de l'Est tout et à de fait, l'Ouest. ouais. Vous prônez ce même type à fait. d'aménagement. Oui, tout à fait. Ça pourrait être dans le village, ça pourrait être un peu plus vers l'Ouest aussi. C'est vraiment de faire en sorte qu'on ne soit pas cantonné avec une utilisation seulement pour les voitures, en fait. Qu'on soit plus adapté aux réalités des citoyens. Vous êtes porte-parole officielle en matière de tourisme et pour le centre-ville. Quel jugement portez-vous sur les actions de l'administration Coderre dans ce dossier? De prime abord, je pense que ça a été une bonne année. Enfin, je vais surtout regarder pour le bilan. M. Coderre, avec son administration, a réussi à convaincre le Grand Prix de rester à Montréal. Bon, il y a des pour et des contre, mais il reste que c'est quand même un moteur important là, du tourisme à Montréal. Puis on a aussi tous nos grands festivals qui sont là. Et bien que ce soit avant l'arrivée de l'administration Coderre, la place des spectacles est un grand succès, justement pour desservir ces besoins là, qu'on a de spectacles et tout le réaménagement tout autour. Ceci étant dit, moi, je souhaite que dans Sainte-Marie, on puisse développer le côté culturel un peu plus, pas juste dans le quartier des spectacles. Grosse problématique également dans ce secteur, c'est l'itinérance. Oui. Quelle est votre stratégie? La stratégie, il faut vraiment développer plus de maisons de chambre, entre autres, parce qu'on sait que les maisons de chambre ou avoir un endroit où habiter, c'est souvent la dernière possibilité avant de tomber dans l'itinérance permanente. Donc, mais pour l'instant, les maisons de chambre à Montréal, il n'y en a pas assez, ils ne sont pas nécessairement bien entretenus. Et encore une fois, acheter des terrains, c'est très dispendieux. Mais j'espère que la Ville de Montréal va être plus initiateur de projets comme celui-là, tout en continuant à travailler avec les organismes terrains qui font un travail incroyable. Il y a un autre dossier qui vous tient très à cœur, c'est le verdissement. Oui. Parce qu'on veut contrer les îlots de chaleur. Je vais vous poser une Rapidement. question. Oui, on est rapide, hein? C'est correct. Quelles sont les actions que peuvent poser les citoyens pour verdir leur propre petit territoire? Là? Bien, en fait, je pense aux citoyens, c'est sûr qu'ils peuvent verdir leur jardin, mettre des fleurs et tout ça, mais honnêtement, pour moi, je trouve que ça devrait être une responsabilité de l'arrondissement et de la ville. Parce que dans Sainte-Marie, on a plein de terrains vacants. Et ça, c'est des îlots de chaleur, en plus d'être très laids pour tout le monde. Alors, honnêtement, j'encourage les citoyens, mais je veux surtout que ça soit une responsabilité de la ville et de l'arrondissement de verdir ces îlots de chaleur. Sans vouloir vous oppresser, on va passer à une autre question. Il y a le service de vélo libre-service, le fameux Bixi, maintenu. On a appris que c'était maintenu en 2015, un dossier que vous avez soutenu. Tout à fait. Est-ce que la pérennité de ce service est maintenant assurée malgré les déficits? Bien, en fait, M. Coderre a pris un engagement pour la prochaine année. On est très contents. On a beaucoup mobilisé la population. Et même s'il y avait un déficit, il faut savoir que ça demeure le moyen de transport public le moins cher. Oui. Et ça sert à désengorger les routes. Alors, que ce soit autobus, Bixi ou tout autre moyen de transport qui peut... Vous êtes preneuse. Vous êtes preneuse. Oui, tout à fait. Il y a la motion de votre parti, là. Oui. Ça, c'était pour la mise en place d'un bain portuaire dans le Vieux-Port de Montréal. Hey, on en a des idées, hein? Ça a été adopté à l'unanimité Oui, tout à fait. en août dernier. Oui. Donc, c'est l'ensemble des élus. Oui. Et de quoi s'agit-il précisément? Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est regarder un peu on a regardé ce qui se faisait, entre autres, en Scandinavie. Notre modèle, c'est Copenhague. Mais imaginez, là, vous avez une espèce de piscine, mais à même le fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est incroyable et ça serait, en fait, une façon d'attirer du tourisme. On a déjà notre plage près du quai de l'Horloge, au centre-ville. On va se baigner dans le fleuve. Ça se fait ailleurs. Pourquoi qu'on ne le fait pas, nous? Vos bons coups en 2014. Ah, les bons coups, oui. Je suis très heureuse de dire que ma préoccupation première dans Sainte-Marie, c'est l'apaisement de la circulation. On est le district où est-ce qu'on utilise le moins notre voiture et pourtant,
on est envahi par les voitures et les camions chaque jour. Pont Jacques-Cartier, Notre-Dame et tout ça. Alors, j'ai commandé, avec l'aide de l'administration, un plan de déplacement local pour le pôle Frontenac, entre autres, où on va pouvoir faire des ajustements pour apaiser la circulation, pour que les gens se sentent en sécurité à se promener, et autour des écoles également. Madame Plante, priorité pour 2015. Bien, c'est pas mal ça, je pense. Je vais continuer cette priorité-là. Que souhaitez-vous à nos téléspectateurs et aux Montréalais pour cette nouvelle année? Bien, les téléspectateurs, je le souhaite. Bon, je vais y aller avec la santé. Moi, oui, études. voilà, c'est ça exactement. Oui. Mais je souhaite aussi des citoyens engagés qui vont continuer à contacter leurs élus, qui vont continuer à venir dans les conseils d'arrondissement pour nous dire leurs idées. Parce que pour moi, une démocratie, c'est ça. Et j'ai besoin des citoyens qui me disent ce dont ils ont besoin. Ils sont mes yeux et mes oreilles. Alors, je leur souhaite de continuer à s'engager. Valérie Plante, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site tcftv.ca et nous sommes également présents sur Facebook. À bientôt.